Donc, nous allons commencer tout de suite cette présentation du business consulting et de ce qu'on entend par être le métier de business consultant, quelles sont les tâches et la marche à suivre, en tous les cas le plan d'action à mettre en place dans cette mission, que ce soit pour des jeunes diplômés ou pour des anciens cadres chevronnés à la découverte de nouvelles expériences. Voilà, vous aurez un petit guide ici de qu'est-ce que le business consulting et à quoi faut vous attendre, quels sont les défis auxquels vous allez faire face. Donc quelques points à retenir au tout début de cette présentation. La première des étapes d'une mission de consulting consiste à vendre un service au prospect. Avant tout, une fois la proposition rédigée, le consultant doit recueillir le maximum de données pertinentes, d'établir un diagnostic précis de la situation. Ce diagnostic permet de définir l'orientation de la mission, d'évaluer les efforts à engager pour son aboutissement. Il aide également le consultant à formuler des réponses concrètes pour combler l'écart entre la situation actuelle du client et la situation souhaitée. Le consultant doit procéder à l'analyse et à la synthèse de la situation, puis communiquer ses résultats de manière efficace et efficiente. Pour que la mission s'effectue dans les conditions optimales, le consultant doit accompagner le projet de transformation. Il doit également piloter la mission en organisant et en planifiant les tâches à mettre en œuvre pour en assurer surtout le succès. Les cabinets de conseil doivent structurer leurs connaissances acquises et leur expertise au sein d'un système organisé, exploitable selon les projets. Le secteur du conseil attire chaque année de nombreux diplômés en quête d'un premier emploi, à la fois formateur et valorisant. Avant de lancer votre activité de consulting, interrogez-vous sur votre motivation et sur votre capacité à exercer cette profession avant tout. Donc, consultant, c'est un métier qui fait rêver bon nombre de jeunes diplômés en quête d'un premier emploi et qui pousse de nombreux, comme nous l'avons dit, de nombreux cadres chevronnés à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Cependant, il faut savoir que le consulting est une activité à fort contenu intellectuel avant tout, qui exige une grande rigueur et d'excellentes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. Il faut avoir à sa disposition des vraies ressources, une véritable boîte à outils du consultant, que tous les jeunes diplômés qui nourrissent l'espoir de se lancer dans cette activité de consulting, aux consultants confirmés qui souhaitent actualiser ses connaissances, il faut toujours mettre à jour et constituer cette boîte à outils du consultant. Donc nous allons un peu en élaborer, en tout cas en voir la face visible de l'iceberg tout de suite ensemble. Quelques objectifs. L'objectif premier du consultant dans le business consulting, c'est d'élaborer une proposition et vendre une mission surtout. De nombreux professionnels, jeunes et moins jeunes, nourrissent l'espoir de se lancer dans le consulting. Un métier certes passionnant, mais qui exige néanmoins de maîtriser des compétences techniques et relationnelles spécifiques. Que vous soyez débutant ou expérimenté, voici 10 objectifs fondamentaux à atteindre, en tous les cas, pour structurer votre activité de conseil. Première étape du pilotage d'une mission de consulting consiste à vendre, comme nous l'avons dit, un service à un prospect. Pour cela, le consultant doit garantir à ce dernier qu'il a bien compris son problème, qu'il sait comment le résoudre et qu'il dispose des compétences nécessaires pour s'en charger. Il peut tout d'abord s'efforcer de reformuler le problème, d'exploiter des modèles déjà prêts, tels que les forces de porteur ou l'analyse Pestel par exemple, pour visualiser la situation dans son ensemble et définir son périmètre d'intervention propre. Il lui faut ensuite identifier les outils qui l'aideront à structurer sa démarche pour prendre connaissance du problème et en formuler les différents aspects lors de l'élaboration de cette proposition. Il peut par exemple utiliser des hexamètres de quintilien, une méthode empirique de questionnement qui l'aidera à dresser un état des lieux pour mieux comprendre le problème en s'interrogeant sur les qui, quoi, où, quand, comment et combien, pourquoi. Le budget engagé lors de cette étape concerne essentiellement le temps consacré par les consultants à l'élaboration de la proposition. La contrainte majeure a trait à la maîtrise du temps, car les délais sont courts, notamment entre la formulation de la demande et la soumission de l'offre, et il est toujours possible que la proposition ne soit pas retenue, d'où l'intérêt de ne pas y consacrer trop de temps. Une fois ce premier plan d'action mis en place, le consultant devra créer l'équipe qui sera chargée de l'intervention, élaborer les différentes phases de cette dernière, chiffrer les coûts, rédiger la proposition et enfin finaliser la vente en la présentant au commanditaire.
Objectif numéro 2, recueillir des informations. Pour établir un diagnostic qui soit le plus précis possible, le consultant doit au préalable recueillir le maximum de données pertinentes. Il doit mener des entretiens avec les personnes concernées afin de mieux cerner le problème. Pour cela, il devra maîtriser les techniques d'entretien, montrer de l'empathie et savoir instaurer un climat de confiance. L'élaboration d'un guide de l'entretien aidera à structurer ses informations et à optimiser son temps, bien évidemment. Il devra élaborer ce guide de l'entretien, comme nous l'avons dit, en utilisant des outils, comme nous l'avons rappelé, de l'hexamètre quintilia ou des tableaux ou des tableaux à double entrée qui permettent de croiser ces informations reçues lors de ces entretiens. Ce diagnostic constitue une étape incontournable de toute mission de conseil. Une autre démarche pour collecter les informations consiste à animer des ateliers collectifs. Cette approche, par exemple, permettra aux consultants de gagner du temps, d'éviter les allers-retours en cas d'incohérence et de faire apparaître des informations latentes. Les outils exploités sont nombreux. Il peut, par exemple, utiliser le diagramme d'Ishikawa, qui représente de façon graphique les causes d'un problème donné. Les techniques aussi de flowcharting, qui présentent sous une forme visuelle les contributions des participants, ou la technique du brown paper, plus simplement, dans laquelle les participants s'expriment sur une grande feuille de papier collée au mur. La collecte d'informations peut également se faire par le biais de sources existantes, telles que les documents internes de l'entreprise, rapports ou mémos par exemple, ou externes, enquêtes effectuées par des tiers. Sa base de données, l'utilisation des sondages ou l'observation directe d'une activité ou d'un processus sont à peu près toutes les méthodes pour recueillir l'information. Troisième des objectifs, évaluer la situation. Le diagnostic effectué lors de cette étape permet de définir l'orientation de la mission et d'évaluer les efforts à engager pour son aboutissement. Il convient donc d'établir en premier lieu une vision structurée et commune à tous les acteurs, en identifiant le cadre de l'analyse et les pistes à prospecter. Le consultant peut utiliser pour cette démarche la représentation en arbre, qui permet de relier la problématique aux données qui la définissent, ou exploiter la loi de Pareto, qui facilite la mise en évidence et la cause principale d'un problème. La progression dans un cabinet de conseil dépend du développement des compétences professionnelles des consultants, bien évidemment. Une fois que le consultant aura structuré le sujet de la mission, il faudra effectuer des analyses détaillées pour confirmer ou infirmer l'hypothèse de départ, sélectionner ses outils de collecte, de traitement, de données et d'identifier des grilles de lecture adaptées à la problématique à traiter. L'utilisation d'outils qualitatifs, flowcharting comme le dit diagramme d'Ishikawa par exemple, et quantitatifs basés sur des indicateurs statistiques, ainsi qu'une bibliothèque de modèles constitue la boîte à outils de base du consultant. Enfin, le plan d'action suivant consiste à synthétiser l'ensemble des analyses pour formuler un diagnostic précis. Quatrième des objectifs, proposer une solution. Cette étape consiste à formuler des réponses concrètes pour combler l'écart entre la situation actuelle du client et la situation à laquelle il projette d'aboutir. Le rôle du consultant implique d'identifier des concepts inédits, mais néanmoins réalisables, pour mener à bien l'objectif de cette transformation de l'entreprise. Pour cela, il est essentiel d'engager une démarche créative qui privilégie non seulement son apport en tant que professionnel expérimenté, mais également la contribution de tous les participants par le biais d'une approche participative. En outre, le consultant doit identifier les meilleures pratiques en ayant recours au benchmarking pour comparer de l'entreprise de son client aux autres acteurs du secteur. Une autre démarche consiste à pratiquer la veille concurrentielle. Cinquième objectif, dresser une synthèse et communiquer. Lors de cette étape, le consultant doit analyser les différents éléments d'une situation de communication afin d'identifier le type de communication le plus approprié, le contenu de la communication et la manière de structurer son message. Si le consultant opte pour la forme écrite, il doit pouvoir produire une communication qui soit à la fois efficace, son contenu doit être compris rapidement et sans ambiguïté, et efficiente, un contenu nécessitant un effort minimal pour un résultat maximal. Le document doit être bien structuré, rédigé avec soin et mis en forme dans le respect des normes de mise en page. Une autre approche consiste à créer une présentation susceptible de compléter les propos du conférencier, d'asseoir sa crédibilité et de maintenir l'attention du public. Enfin, la dernière des approches consiste à communiquer à l'oral et nécessite du consultant qu'il soit charismatique, capable de s'adapter rapidement à toutes les situations et qu'il dispose de capacités de synthèse et d'animation lors de ce débat. L'objectif numéro 6. Accompagner le projet de transformation.
Pour que la conduite du changement s'effectue dans les conditions optimales, le consultant doit tout d'abord bien comprendre la portée des différents impacts que sa mise en œuvre ne manquera pas de créer. Pour cela, une étude d'impact s'avère nécessaire, car elle a pour objectif d'identifier l'impact des changements prévus sur l'ensemble des acteurs, leur ampleur et les risques qu'ils entraînent, ainsi que l'élaboration de plans d'action susceptibles de réduire leur occurrence. Associée à l'étude d'impact, la cartographie des acteurs concernés contribue quant à elle à identifier les attitudes, consentement ou refus vis-à-vis du projet. Elle permet de mettre en œuvre des initiatives visant à exploiter l'adhésion des supporters du projet, à rallier les indécis et à modérer ses opposants. Le consultant pourra utiliser la matrice sociodynamique pour représenter les différents types d'acteurs et identifier les cibles à atteindre. L'étape suivante consiste à créer un plan d'accompagnement, déterminant l'ensemble des initiatives à entreprendre pour encadrer chacune des cibles lors de la conduite du changement. Enfin, les plans de communication et de formation permettent respectivement de diffuser les messages appropriés et de définir le plan de formation adapté pour chacune des cibles identifiées. L'objectif numéro 7, manager le projet de la transformation. Le consultant ne peut se contenter de poser le bon diagnostic et de formuler les recommandations pertinentes. Il doit en outre piloter la mission de manière efficace en organisant et en planifiant les tâches à mettre en œuvre pour en assurer le succès. Il doit d'abord structurer l'apport des différents intervenants de la mission en créant un comité de pilotage, une équipe de projet et un comité chargé des opérations. Le consultant doit en outre définir le cadre du projet et en préciser les modalités pratiques. Il peut, si nécessaire, envisager de réactualiser certains points du projet, tels que les objectifs de la mission, ses limites et ses conditions, ainsi que la méthode de travail. Il doit ensuite élaborer une vision d'ensemble de la mission à accomplir en tenant compte des activités à effectuer, de leur hiérarchie et de la quantité de travail induite et de la répartition de ces tâches dans le temps. Le consultant peut par exemple utiliser le diagramme de Gantt pour mener à bien ce pilotage du projet ou des logiciels spécialisés pour des missions de grande envergure. Il doit ensuite s'assurer que les mesures d'accompagnement engagées facilitent le ralliement des différents acteurs et que leur impact est mesuré afin de procéder aux ajustements appropriés. Enfin, le consultant doit vérifier la bonne exécution de la mission et prévenir tous les risques de dérapage. Objectif numéro 8 des consultants, ou plus généralement de la boîte de consulting, c'est d'exploiter l'expertise. Exploiter l'expertise. Grâce à leur expertise et à la somme de connaissances acquises à travers leurs nombreuses interventions, les cabinets de conseil peuvent rapidement évaluer une situation problématique et apporter une solution pertinente. Cette expérience est fondamentale pour leur pratique quotidienne et il s'avère donc nécessaire de gérer et de diffuser ce savoir pour gagner en efficacité et en efficience. Dès lors, le consultant doit systématiquement effectuer un retour d'expérience à l'issue de chaque projet et formaliser les meilleures pratiques et modèles afin de les réexploiter dans le cas de missions futures. Pour piloter le retour d'expérience, il peut être utile d'adopter la démarche suivante. Lors du bilan de mission, identifiez les faits saillants, positifs ou négatifs de la mission, puis analysez-en les causes en utilisant la loi de Pareto et prenez en compte les 20% de causes responsables de 80% des effets. Modélisez ce processus en ajoutant des exemples de cas concrets et des modèles de documents. Enfin, validez votre démarche avant de généraliser. Une bonne connaissance du métier de consultant, de sa pratique des compétences qu'il requiert et des contraintes qui l'accompagnent est le meilleur moyen de tester votre motivation. L'ensemble du savoir acquis au cours des missions doit également être structuré au sein d'un système organisé et disponible pour l'ensemble des consultants du cabinet. Exploiter les outils numériques et échanger avec les réseaux professionnels constitue une approche efficace pour créer une mémoire des connaissances. Enfin, formaliser les bonnes pratiques et les outils utilisés pour créer une méthodologie cohérente et unique permet au cabinet de conseil de se démarquer de ses concurrents et d'acquérir une plus grande visibilité vis-à-vis de ses prospects. Objectif numéro 9, c'est de démarrer son activité au sein d'un cabinet de conseil. On l'a démarré. Le secteur du conseil attire chaque année de nombreux diplômés en quête d'un premier emploi à la fois formateur et valorisant. Pour ce faire, recruter dans un cabinet de conseil, il est important de bien se préparer, notamment en sachant pourquoi on souhaite exercer ce métier et en ayant une bonne connaissance de ses forces et de ses faiblesses.
En outre, la capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute sont des aptitudes recherchées par les cabinets de conseil. Une fois recruté, le consultant débutant s'efforcera d'organiser son plan de carrière, notamment en améliorant ses compétences par le biais de formations théoriques et sur le terrain. Il veillera également à développer son réseau interne et externe tout en élaborant sa marque personnelle au sein du cabinet pour atteindre ses objectifs personnels. Dans le cadre de sa démarche d'autopromotion, la jeune recrue pourra par exemple utiliser le modèle PIE, PIE, Performance, Image, Exposition. Dernier des objectifs, monter une activité de conseil. L'objectif numéro 10, en tout cas du business consulting, la finalité, passer par ce chemin, peut-être acquérir une première expérience dans une boîte de consultants et puis après lancer son activité de conseil ou passer par une carrière croisée de consultants et de professionnels d'un métier pour enfin lancer son activité et monter son activité de conseil. Si beaucoup de consultants sont recrutés à la fin de leurs études, un certain nombre d'entre eux développent une activité de conseil après avoir acquis une expérience professionnelle dans d'autres domaines. Avant de vous lancer, interrogez-vous sur votre motivation et sur votre capacité à exercer cette profession. Procédez à une analyse SWOT pour identifier vos forces et vos faiblesses, comme nous l'avons dit, ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles vous serez confrontés. Effectuez une mission test pour connaître votre potentiel. Veillez à élaborer votre positionnement et votre offre de manière à augmenter votre visibilité en offrant des réponses innovantes à vos prospects. Enfin, développez une connaissance fine de votre secteur d'intervention afin de mieux identifier vos clients potentiels, leurs problématiques et les enjeux auxquels ils doivent faire face. Voilà, c'est un peu les 10 objectifs qu'on a partagé ce soir de cette activité de business consulting. Je vous renvoie au lien ici sous la page pour avoir plus d'informations sur en tout cas quel est notre rapport à nous en tant que consultants dans cette définition du business consulting et comment concrètement de manière pratique ces objectifs sont mis en place au travers de nos missions. Ciao, bye bye.